Merci. Alors, dernier point peut-être, en me disant à ce stade de la réflexion, parler de réponses, parler de solutions. On l'a bien compris, et je l'ai lu dans vos propos, Marie-Laure Bazéen-Guinche, l'Europe a failli quelque part de votre point de vue. Donc si aujourd'hui il y a des choses, je ne sais pas comment le dire, hein, mais des choses fondamentales, je ne sais pas si ce sont des paradigmes ou des manières de faire qu'il faut changer, où les situez-vous? Parce qu'en même temps, on voit bien, je crois que Sylvie le disait tout à l'heure, quand ça va bien en Europe, nous sommes tous européens, et puis quand ça va pas bien, nous sommes tous souverains, comme vous disiez, dans notre État. On voit bien que là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, où voyez-vous quelques pistes qui pourraient nous sortir de ce marasme? Alors, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous avez des idées quand même. Oui. En fait, je ne vais pas répondre à votre question parce que je vais faire dans le sens inverse. Vous savez, on l'a fait souvent aux animateurs, nous sommes très habitués à ça. Désolée, je vous avais prévenu. Hein. Voilà. Ah bon, je fais un peu de politique. Je pense que les réponses européennes ont été toutes mauvaises. Mais ce n'est pas les réponses européennes, ce sont les réponses que les États membres ont fait adopter par l'Europe qui sont mauvaises. Et pour le dire autrement, quand on a vu arriver sur les îles grecques ces bateaux de réfugiés, je me suis dit, waouh, c'est le moment, c'est une occasion, c'est une belle occasion pour l'Europe de s'affirmer comme une entité politique qui a une autorité, qui a confiance en elle, qui va gérer ses flux, mais aussi faire promouvoir ses valeurs. Elle a raté. Enfin, les États membres n'ont pas voulu qu'elle réussisse. Parce que finalement, le plan de Juncker n'était pas idiot. Hein. Il était assez bien ficelé. Alors, il y allait par petits pas. Hein. 160 000, c'était dans un premier temps. On sentait déjà que ça allait être doublé très rapidement. Enfin, il y avait une montée en puissance prévue. Hein. C'était assez futé. Mais les États membres n'ont pas voulu. Que reste-t-il? Une Europe qui, aujourd'hui, apparaît incapable d'assurer l'intégration de 2 personnes par 1000 personnes. Alors, si on est une entité politique qui est quand même le marché économique le plus florissant du monde, hein, même en période de crise, qui n'est pas capable d'assurer l'intégration de 2 personnes par 1000, c'est-à-dire qu'en fait, on est un géant au pied d'argile. En fait, on n'est rien. Mais ce n'est pas l'Europe, ce sont les États membres en tant que partenaires. Donc c'est très angoissant sur ce que nos États membres pensent être, c'est-à-dire qu'ils veulent affirmer leur souveraineté dans leur mode de réponse à la crise, mais en fait, ils ne font que révéler leurs incapacités, leur irresponsabilité et finalement leur incapacité à agir. Alors je voudrais simplement... pour revenir sur la question que vous n'arrêtez pas de poser, mais comment définir cette crise? Moi, je pense qu'il s'agit d'une crise de la protection internationale. Il s'agit d'une crise de la notion même d'asile et de refuge. Alors, cette notion, elle est ancienne. Hein. Elle date d'avant Jésus-Christ. Hein. C'est vraiment la notion de on trouve refuge, on trouve asile dans un lieu sacré pour être protégé des persécutions. Elle fait partie vraiment de notre patrimoine culturel, de notre patrimoine moral, de notre patrimoine légal, de notre identité. Alors, ceux qui nous parlent de protéger notre identité, il faudrait quand même voir où est-ce qu'elle se trouve, notre identité. Et là, c'en est un des piliers, donc ça serait bien de peut-être pas le casser, parce que vous savez, c'est à force de casser les piliers, hein, il y a tout qui s'effondre, hein, mais bon. Donc voilà, on a quand même, à mon avis ici, un jeu sur la protection internationale qui est dangereux, et les réponses qui ont été données au niveau européen, du fait de l'intervention des États membres, me semble révéler en fait 3 gros problèmes. Un premier problème, c'est un déni de solidarité, un déni de responsabilité, c'est-à-dire que les États membres refusent d'assumer leurs responsabilités internationales. Première responsabilité, c'est le devoir de secourir. Le devoir de secourir en mer les naufragés. Alors, aujourd'hui, on a des naufrages. Alors, on nous bassine avec, oui, on a des opérations de secours en mer. Alors, sachez quand même que ceux qui secourent en mer le plus, ce sont les organisations humanitaires privées. Et que là, il y a une étude qui vient de paraître, qui a été menée par Evan Crowley, Nando Sigona et Frank Duval, qui montre que
plus il y a de contrôle aux frontières, plus il y a de naufrages, plus il y a de morts. Donc ce n'était pas simplement une idée que se faisaient des universitaires, professeurs Tournesol, c'est prouvé maintenant concrètement dans les faits avec des données chiffrées. On peut penser aussi à l'opération Sophia, très mal nommée Sophia, EUNAVFOR Med, censée arrêter les bateaux de passeurs qui viennent de Libye. Alors bon, manque de bol, ils venaient plus de Libye au moment où ça a commencé à se mettre en marche, voilà. Mais bon, ne vous inquiétez pas, comme on ferme avec la Grèce, ils vont repasser par la Libye. Hein. Donc voilà, pour aller de la Libye à Lampedusa. Sauf que leur mission première, c'est pas de sauver et de secourir les naufragés, c'est de contrôler les frontières et, si possible, de les renvoyer à leur port d'embarquement. Donc c'est du refoulement massif. Hein. Bon. Deuxième responsabilité que les États membres ne veulent pas assumer, c'est leur responsabilité de protéger. On en a beaucoup parlé ici. Je voudrais simplement revenir sur cet accord Union européenne-Turquie. Bon, grosso modo, un Syrien intercepté, secouru. Un Syrien va être réinstallé en Europe. Alors, bon, c'est 24 000 personnes qui pourraient être réinstallées. Sachant que, si on regarde bien les calculs de la Commission, c'est pas 160 000 relocalisés de l'Europe vers l'Europe, plus 24 000 de la Turquie vers l'Europe. Maintenant, les 24 000, ils ont été pris sur les 160 000. Donc, ça vous fait 160 000 sur 2 ans pour 2 millions de personnes. Je ne dis pas la protection, hein, on a confiance en nous. Et il faut que ces Syriens aient été enregistrés. Aujourd'hui, les associations humanitaires qui travaillent sur le terrain disent qu'il faut plus de 8 ans pour un Syrien pour être enregistré. Alors, pour vous donner quand même une idée de la vie des camps, aujourd'hui, des réfugiés syriens qui sont envoyés dans les camps d'Irakiens en Jordanie, ils ont leur premier rendez-vous en 2024. Jean-François vous a parlé de la déliquescence de l'attente. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que bon, ça parle de soi-même. Donc, un déni de responsabilité. On a un deuxième point, c'est un déni de solidarité. Solidarité avec les réfugiés. Évident, solidarité avec les réfugiés parce que on ne veut pas les accueillir. On peut regarder le problème de ce qu'on appelle l'encampement des réfugiés dans les hotspots en Grèce, à Idoménie, au port du Pirée, mais aussi à Calais. On ne veut pas s'en charger, ce sont des indésirables. Problème de solidarité avec les États voisins. Quand on voit ce que prennent en charge les Libanais, quand on voit ce que prennent en charge les Jordaniens, quand on voit ce que prennent en charge les Égyptiens, non mais comment on n'a pas une honte abominable de notre comportement. Et puis, absence de solidarité entre États membres. Parce que, si possible, s'ils pouvaient rester en Grèce. Alors, j'adore l'idée du ministre de l'Intérieur belge, quand même. Il a proposé dernièrement comme solution, il faudrait concevoir la création de camps de réfugiés en Grèce de 300 000 personnes. Attendez, de camps au pluriel. Ah, non, mais tant qu'à faire, il faut voir en masse, on vous a expliqué. Comment peut-on concevoir la solidarité en ayant des positionnements aussi aberrants? Donc, déni de responsabilité, déni de solidarité, puis déni de réalité. Enfin, l'encampement n'est pas une solution. C'est une machine industrielle à créer soit de l'illégalité, soit du refoulement. Alors, accessoirement, c'est très porteur pour la radicalisation, si ça peut intéresser certaines personnes qui s'intéressent à la question. Deuxièmement, lutter contre les passeurs n'est pas une solution non plus. Parce que si on veut vraiment lutter contre les passeurs, c'est simple. On arrête de fermer les frontières. Parce que c'est parce qu'on a fermé les frontières qu'on a créé le business model des passeurs. Oui, parce que la Commission nous explique qu'il faut lutter contre le business model des passeurs. J'adore cette expression. Il faudrait y revenir plus longuement parce que c'est très intéressant de voir ce business model. Et puis, bon, ces fausses solutions ont entraîné des mauvais choix. Externaliser les frontières en sous-traitant nos valeurs et en sous-traitant notre souveraineté, soit à des entreprises privées, soit à des États tiers comme la Turquie, ça pose quand même question. Enfin, comment peut-on dire que l'on est souverain lorsqu'on demande à la Turquie de surveiller nos frontières? Moi, je ne sais plus, là, je ne suis plus souverain. Voilà. Parce que peut-être qu'on définit mal la souveraineté. Aujourd'hui, la souveraineté, elle est définie comme, en matière d'immigration, c'est mon droit de ne pas accepter sur mon territoire un ressortissant d'État tiers.
Mais en fait, la souveraineté, c'est le pouvoir d'accueillir sur son territoire un ressortissant d'État tiers. Enfin, soyons logiques un tout petit peu. Voilà. Un déni de responsabilité, un déni de solidarité, un déni de réalité. Alors, comment faire face à ça? Bon, il faut un sursaut, puis vite, parce que plus ça s'éternise, plus c'est compliqué. Vous savez, c'est plus le bourbier, plus le cercle vicieux s'installe, plus ça devient compliqué d'en sortir. J'espère que ça ne sera pas au moment où les jeunes générations, comme celle de mon fils, qui arriveront au pouvoir, que ça se fera. J'espère que ça se fera rapidement. J'ai un tout petit espoir. C'est que l'Union européenne s'est créée dans les crises. Donc celle-ci, elle est grosse. Alors, on devrait arriver à un sursaut qualitatif. Enfin, voilà, c'est ce que je nous souhaite. Merci. Merci pour cette intervention. Complément, si vous voulez bien, rapide, Sylvie, et puis Jean-François, si vous le souhaitez. Sinon, je redonne la parole tout de suite au public. Il nous reste une vingtaine de minutes au total. On démarre tout de suite par un, puisque ça peut être un bon point de débat, et puis éventuellement, vous compléterez. Alors, il y avait monsieur, puis mademoiselle au fond, là. Bonsoir. Ahmed Jemaï, journaliste reporter. J'avais une question à madame, notamment à madame Sylvie Guillaume. Je suis extrêmement étonné. J'ai parcouru un certain nombre de pays euro-méditerranéens, notamment pour ce thème qui nous rassemble ce soir. Et je suis extrêmement étonné que je fais la distinction entre le Parlement européen et la Commission. Que le Parlement européen, en tant qu'instance, qui est l'expression un peu de la démocratie participative, enfin, j'ai relevé un certain nombre de passivités dans le traitement et les réactions publiques par rapport à ce problème. Je m'explique très rapidement. Je suis très étonné qu'avant la crise des réfugiés, l'espace euro-méditerranéen a été un espace d'enjeu planétaire, même considérable, de par l'histoire, de par l'avenir, etc. Et dans les pays du sud de la Méditerranée, la société civile, même prise dans ces problèmes d'absence de démocratie, de guerre, de tout ce qu'on veut, a été, et elle est toujours extrêmement active avec les moyens qui sont les siens, pour faire face et essayer d'apporter des solutions à ce problème-là. Côté Parlement européen, on a l'impression que vous avez laissé un espace un peu trop, à mon sens, un peu trop important aux fonctionnaires de la Commission. Résultat des courses, vous parlez tout à l'heure de l'exemple germano-turc et la conclusion de cet accord. C'est un huis clos dans lequel vous avez été partie prenante. Attendez. Je m'explique. Peut-être essayer de vous répondre. Oui. Et on est arrivé un petit peu à ce marchandage. Tu me donnes combien pour que je te renvoie combien de personnes? C'est un peu regrettable. Moi, ma question, pourquoi il existe un certain nombre d'instances qui existent, peut-être elles sont un peu dormantes, mais qui existent au niveau des pays européens et méditerranéens qui peuvent permettre la participation notamment de la société civile, d'un certain nombre de gens, les défenseurs des droits de l'homme, etc., qui n'ont jamais été sollicités ni interpellés pour créer... À la limite, moi, je pense que tristement, cette histoire de réfugiés a été une occasion ô combien ratée entre les pays de la rive sud et de la rive nord de la Méditerranée pour essayer de se retrouver, comme vous dites, à travers cette crise, se retrouver, essayer d'aller au-devant un petit peu de ça. Donc ma question, c'est que vous êtes parlementaire, mais vous avez laissé trop peut-être le jeu et la décision aux fonctionnaires de la Commission. Bonsoir, Clémentine, je suis bénévole au Secours catholique, un accueil pour les migrants, on l'a appelé comme ça maintenant. Je me pose une question à partir de cas concrets. À cause du règlement Dublin, il y a des personnes qui passent par la Hongrie notamment, qui sont obligées de déposer leurs empreintes là-bas et de demander l'asile là-bas alors qu'ils sont reçus dans des conditions déplorables et qu'ils n'ont pratiquement aucune chance de recevoir le statut de réfugié là-bas. Et une fois qu'ils arrivent en France, on leur dit, après une petite procédure, d'attendre 18 mois dans l'illégalité avant de pouvoir redéposer une demande d'asile. Et c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas comment ça a pu sortir. Merci Agostini, Maison de l'Europe éventuellement.
Depuis un moment, on tourne autour du pot, on dit l'Union européenne n'a rien fait, finalement c'est Mme Merkel toute seule qui est allée négocier, etc. Le problème autour duquel on tourne, c'est le suivi du pouvoir de la Commission. Mais la Commission n'ayant pas de pouvoir, elle ne peut pas faire grand-chose. Elle dépend entièrement des États. Donc la solution à laquelle on va arriver forcément, c'est où l'Europe sera fédérale ou elle ne sera pas. Ok. Allez, élément de question. Sylvie, peut-être d'abord par rapport à ce Ça devait arriver. Bon, je vais donc faire la partie sur, en gros, le Parlement a trop laissé faire la Commission. Non seulement je pense que c'est pas juste, mais en plus, non seulement le Parlement essaye de se bagarrer avec ou contre, je ne sais pas comment on peut dire, la Commission, pas, contrairement à ce que vous dites, avec les sombres fonctionnaires, parce que moi, je ne connais pas de sombres fonctionnaires. Il y a 30 000 personnes qui travaillent à la Commission et je les respecte aussi pour ça. Mais se bagarrer également face au Conseil. On est vraiment c'est pas un trilogue au sens où on l'entend chez nous, mais c'est vraiment de ce registre-là de la confrontation, avec des institutions qui sont, depuis assez peu de temps, au même niveau. Rendez-vous compte quand même que sur la plupart des questions dont on parle aujourd'hui, le Parlement européen est codécisionnaire depuis 2010. Ça fait un peu plus de 5 ans. Non, un peu plus de 5 ans. Franchement, non, parce que c'était décembre. mais donc, on est là aussi dans une relation d'équivalence dans la décision qui est extrêmement récente. Alors on peut hurler, et ça on l'a fait souvent, on a un pouvoir de tribune qui est ce qu'il est, il est plus ou moins efficace, on en use ou on en abuse, ou des fois on est obligé un peu de rabattre, mais on a eu ce pouvoir-là très longtemps qu'on continue d'utiliser, mais sans avoir les moyens de notre action. Maintenant on est dans la codécision, et s'il nous arrive de pouvoir dire non parce qu'on a envie de dire non, on le fait. Et sur les accords internationaux, il y en a un certain nombre qu'on a fait sauter parce qu'on a dit non et qu'on a trouvé, petite précision comme ça au détour de mon propos, qu'on a trouvé une majorité pour le faire. Mais le Parlement européen, ce n'est pas de la démocratie participative, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de la démocratie représentative. Et il y a dans ce Parlement européen de 751 membres une majorité qui n'est pas une majorité dite progressiste. Voilà, je le fais un peu dans la nuance, mais avec des gens qui n'ont pas très envie, effectivement, d'accompagner un plan de relocalisation des migrants, qui n'ont pas envie de parler d'un Schengen, ou plus exactement, qui ont envie d'en parler en disant il faut vraiment fermer, qui ont envie plutôt de préconiser une Europe forteresse plutôt qu'une Europe ouverte. Et dans les 751 dont je parle, dans la majorité qu'on a du mal à atteindre sur beaucoup de sujets, il y a aussi des gens qui sont en embuscade, que par facilité du propos, on qualifie d'eurosceptiques jusqu'à europhobes, mais qui peuvent aller jusqu'à nazis dans ce Parlement européen. Et il faut faire avec et obtenir des majorités pour faire basculer un certain nombre de décisions, ça n'est pas aussi simple. Et Jérôme, que je vois, qui le signalait au tout début de ce propos, le sait très bien. Donc, on n'est pas dans un monde idéal où d'un seul coup, on monte les épaules et on dit on y va. On a, au demeurant, par ailleurs, pas le pouvoir d'initiative. C'est la Commission. Les traités sont comme ça pour l'instant. On peut hurler au petit pois sur la nature des traités européens, et je ne suis pas la dernière, mais pour l'instant, j'ai un peu autre chose à faire que de m'occuper de la réforme des traités. Mais les traités sont ainsi pour le moment. C'est uniquement la Commission qui a le pouvoir d'initiative. Je préconise, comme parlementaire, mon groupe le fait, que nous obtenions, dans un futur le plus proche possible, un pouvoir d'initiative pour être effectivement dans une confrontation. Mais on le fait, mais ça n'a pas de pouvoir de contrainte. On a du pouvoir d'initiative. On peut prendre tous les rapports, les déclarations, les rapports d'initiative que vous voulez. Ça contribuera, pardon, je fais un dialogue, mais ça contribuera à cette question de la tribune, de la visibilité, du coup de projecteur qu'on met là-dessus. Mais si on n'y rejoint pas aussi cette question de la contrainte,
ou de l'obligation, on n'y arrivera pas. Donc c'est cet enchevêtrement-là qu'il faut avoir en tête et sur lequel il faut continuer d'être effectivement très distinctif sur qu'est-ce qu'on appelle l'Europe. La facilité de langage, c'est de dire l'Europe, mais finalement, c'est l'Europe qui est responsable. Et Marie-Laure a eu raison de préciser qu'à un moment donné, ceux qui avaient freiné, c'était les États membres, s'agissant de cette question. Sur cela, je pense qu'il faut qu'on progresse. Sur la question de l'Euroméditerranée, là, par contre, je vous rejoins assez sur le fait qu'il y a un non-dit, il y a un non-sens. Il y a surtout quand même, il y a la mauvaise utilisation de la société civile, mais il y a surtout aussi, et là, ça me permet de restigmatiser la commission avec laquelle je fais de temps en temps des alliances, mais que je cogne allègrement aussi sur d'autres sujets, c'est que la commission a utilisé cet espace euro-méditerranéen uniquement sous l'angle du marché, finalement. Comment ils ont réfléchi? Comment tout ce petit monde a réfléchi? La rive sud de la Méditerranée, ça servait éventuellement à faire du commerce, à être dans le libéralisme. Donc il y a eu des choses qui se sont mises en place qui étaient de ce registre-là. La réalité du pouvoir démocratique ou pas d'un certain nombre de régimes, c'est pas posé dans ce grand marché ou dans cette utilisation commerciale. Donc c'est ça aussi qu'il faut changer. Et quand cette irruption de ces pouvoirs démocratiques ou de ces besoins s'est exprimé, on était déjà dans les printemps arabes et on était déjà trop tardif sur la prise en compte de la rive sud. Donc là où moi je vous rejoins sur cette nécessité de reforger, parce que l'Europe a toujours été tournée vers la rive sud de la Méditerranée et au-delà, quelque chose qui soit plus équilibré d'abord, plus équilibré en termes politiques et en termes démocratiques, et qui ne repose pas que sur des enjeux économiques et commerciaux. Oui, trois choses. Sur le sud Méditerranée, je voudrais, mention en passant, les Tunisiens ont été formidables dans l'accueil des réfugiés libyens. Ils ont accueilli massivement, ils ont ouvert la frontière, etc., lors de la crise libyenne en 2011-12. Deuxièmement, l'Égypte accueille aujourd'hui 120 000 réfugiés syriens. C'est une fois et demie la demande d'asile en France. Le Maroc progresse assez nettement, devient un pays de protection. Alors, c'est laborieux, mais ça se fait, avec l'aide du HCR, etc., alors que jusqu'à présent, c'était un pays de transit qui refoulait les gens en demande de protection. Donc sur la rive sud, ça bouge aussi. Il y a un gros problème en Libye, évidemment. Alors, j'y viendrai en point 3. Sur les Dublinés. Alors les Dublinés, donc parce qu'on dit ça comme si c'était simple. Donc le règlement Dublin est un règlement qui sert à déterminer l'État responsable de la demande d'asile, qui est l'État qui a laissé rentrer, qui a donné un visa, etc. Donc si quelqu'un demande l'asile en préfecture du Rhône et que lorsqu'il met sa main sur la borne Eurodac, la réponse de la machine c'est « vous avez été déjà identifié » comme étant entré ou comme étant, etc., où il y a une demande d'asile ou un visa, etc., alors à ce moment-là, la France demande la réadmission de la personne. Et au bout de 6 mois, si l'État n'a pas répondu, elle réintègre la demande d'asile normale. Donc, alors c'est un grand sujet, Dublin, il y a moyen de faire une conférence là-dessus. D'ailleurs, je crois qu'on en avait fait une. Mais s'agissant de la Hongrie, dont il faut rappeler que c'est le pays qui a le plus accueilli de demandeurs d'asile par tête d'habitants, c'est-à-dire que voilà, c'est un régime dont on pense qu'on peut, mais n'empêche qu'ils ont été plus accueillants que nous, de fait, parce qu'ils étaient en plein sur la fameuse route des Balkans. Bon. Une démarche d'ONG, d'associations françaises qui était d'ailleurs initiée par Forum Réfugiés COSI, c'est un courrier qui demande au ministre de l'Intérieur de demander au préfet de ne plus renvoyer au titre de l'application du règlement Dublin vers la Hongrie les personnes qui bipent à la borne Eurodac. Voilà. Donc c'est un courrier qui a été envoyé par une demi-douzaine d'associations et on attend la réponse du ministre et de son administration. Je voudrais répondre à une question qui ne m'a pas été posée mais qui est excellente. Rapidement. Non, mais c'était le que faire, le fameux que faire, parce que, comme on l'a dit, l'accord UE-Turquie, ça risque de pas marcher. Ce qui serait peut-être bien, mais enfin, on voit pas bien. Bon. Et donc, mais par contre, si c'est fermé, c'est-à-dire que si la mer Égée est fermée, mécaniquement. Et alors, vous savez, parler de flux, quand on parle des personnes, c'est pas terrible, mais la mécanique des fluides, c'est une métaphore qui est parfois intéressante. Donc, si les gens ne peuvent pas passer par là, ils chercheront une autre voie.
Et ils repasseront par la Méditerranée centrale. Je vous donne un exemple, ça prend deux phrases. Un frère, une sœur, syriens, fuyant Daesh, arrivant au Liban. Ambassade de France à Beyrouth, demande de visa. Madame l'obtient. Monsieur ne l'obtient pas. Madame prend un vol, elle arrive à Roissy, elle est reconnue réfugiée en quelques mois. Actuellement, elle travaille à la Duchère. Monsieur, pas de visa. Je ne suis pas rentré dans le pourquoi du comment. Il a essayé d'aller... l'objectif, c'était d'arriver en Europe. Il parlait français, la France. Il est allé en Égypte, en essayant de passer comme ça. En Égypte, il a été arrêté, il a fait de la prison. Il a essayé de passer en Turquie. En Turquie, à l'époque, ça passait pas du tout par la mer Égée. On lui a dit, mais c'est simple, toi, si tu es syrien, tu n'as pas besoin de visa en Turquie pour aller en Algérie. De l'Algérie, tu passeras par la Libye et tu pourras passer en Italie. C'est ce qu'il a fait. De Turquie, il est allé en Algérie, il a descendu jusqu'au sud algérien, il est passé dans le sud libyen, il a remonté toute la Libye. Je vous garantis que c'est pas tout à fait des endroits où on a envie de se promener avec les gens qu'on croise dans la région. Et ensuite, il est monté dans un bateau, il est arrivé dans le sud d'Italie, il est arrivé en France. Dans un cas, il y a une entrée protégée, il y a un visa délivré par une ambassade qui reconnaît le besoin de protection. Dans l'autre cas, c'est débrouille-toi. Les deux sont arrivés. Mais il y en a un qui aurait pu mourir 10 fois en route et l'autre, et les deux sont protégés aujourd'hui. Alors, quel est le bon choix? Le choix, c'est les entrées protégées. Et il y a un programme qui s'appelle la réinstallation. Il y a 4 800 000. Je reste simplement sur la Syrie, mais c'est un problème beaucoup plus large que la Syrie. Il y a 4 800 000 réfugiés syriens. Le HCR dit, écoutez, si 10% pouvaient être réinstallés vers les pays industrialisés, qui ont un peu les moyens, comme on disait tout à l'heure, 480 000. Aujourd'hui, la réponse, c'est 180 000. La France, sur les réfugiés syriens, s'inscrit à hauteur de 1000 par an à peu près. Pour info, une trentaine sont arrivés dans le département du Rhône mardi soir. Ça, c'est quelque chose ça, c'est un que faire possible. Alors, ça ne veut pas dire si on fait ça qu'il ne faut pas faire autre chose et qu'il ne faut pas régler la question de ce qui se passe sur la mer Égée. Mais ça, c'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on peut faire et qui permet de protéger les gens.